Madame, Monsieur, bonsoir. Votre journal de 20h de ce samedi 15 août. Et au sommaire ce soir, les célébrations de l'Assomption bouleversées par ce 15 août qui ne ressemble à aucun autre. À Lourdes, le nombre de personnes a été limité alors que plus de 25 000 pèlerins sont habituellement attendus. C'est un nouveau coup dur pour l'économie locale. Masque obligatoire dans de nombreux secteurs de la capitale, sur les marchés à Marseille. Les mesures n'ont pas tardé à entrer en vigueur après le placement en alerte de Paris et des Bouches-du-Rhône. Et ce n'est peut-être qu'un début. On retrouvera en direct Nathalie Pérez à Paris, Noémie Dahan à Marseille. C'est un mets d'exception qui se retrouve aujourd'hui dans la plupart des produits du quotidien. La truffe se décline à toutes les sauces, mais cette appellation est souvent trompeuse. Vous verrez que certaines préparations ne contiennent pas un gramme de truffe. Notre série consacrée aux vacances italiennes est aujourd'hui une ville qui est à la fois un décor de cinéma à ciel ouvert, Rimini, la ville natale du réalisateur Federico Fellini. Et juste après ce journal, 20h30 le samedi, avec la gloire de mon grand-père. Nicolas Pagnol tente de sauver les 24 films de son illustre parent. Il a également décidé de reconstituer les décors de certains longs métrages, une plongée dans l'univers de Marcel Pagnol. Mais d'abord, soyez les bienvenus. La règle est bien connue, les rassemblements sont limités à 5000 personnes. Oui, mais voilà, certaines dérogations sont parfois données par les préfets pour dépasser ponctuellement cette jauge. C'est le cas du Puy du Fou. Ce soir, le parc pourra accueillir jusqu'à 9000 personnes dans les gradins. Mais d'autres, comme les clubs de foot, n'ont pas eu cette chance. Pascal Deschamps, Antoine Delcourt et nos équipes en région. 9000 spectateurs occuperont ces gradins dans 2 heures pour assister à une représentation unique du spectacle nocturne du Puy du Fou, alors que les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits jusqu'au 31 octobre. Le préfet de Vendée justifie cette dérogation exceptionnelle par une circulation du virus en retrait dans la région et les précautions prises, notamment en termes de distanciation. Exemple, sur 12 000 places, seules 9 000 seront occupées par 3 groupes de 3 000 spectateurs séparés par du plexiglas. Mais une dérogation qui suscite la consternation de tous ceux qui ont dû annuler événements culturels ou sportifs cet été. L'organisateur des Vieilles Charrues, par exemple, qui demandait dans ce tweet cet après-midi « Et la dérogation pour tous les autres organisateurs, elle arrive quand ? Quel avenir pour la diversité culturelle en France ?» Ou encore le club des Girondins de Bordeaux, qui s'est vu refuser la même dérogation. Même incompréhension cet après-midi à Angers, chez les supporters de la rencontre Angers-Saint-Étienne. Pas plus de 5000 spectateurs autorisés, alors que la jauge est de 20 000 places. Je pense que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde apparemment, parce que si là-bas on a le droit à 9000 et ici qu'à 5000... Les responsables du stade évoquent une certaine confusion dans les décisions préfectorales. J'aimerais bien avoir le même préfet dans le Maine-et-Loire que le préfet de la Vendée et que le Puy du Fou nous donne sa recette. Le Puy du Fou n'a pas souhaité s'exprimer. Il s'était déjà fait rappeler à l'ordre en accueillant, fin juillet, 12 000 spectateurs, à l'époque, sans autorisation. Et bonsoir Antoine Delcourt, vous êtes sur place dans les tribunes du Puy du Fou. Les dérogations comme celle obtenue ce soir par le spectacle sont-elles nombreuses en France ? Bonsoir Jean-Baptiste. Eh bien, d'après le ministère de l'Intérieur que nous avons contacté, il s'agit à ce jour de la seule dérogation accordée pour organiser un événement rassemblant plus de 5000 personnes. Les autres demandes concernant notamment l'organisation de rencontres sportives dans d'autres régions ont été annulées. Alors si le préfet donne ici son feu vert ce soir, on l'a dit, c'est pour 2 raisons. D'abord parce qu'il estime, en concertation avec l'Agence régionale de santé, que le virus circule moins dans le département qu'ailleurs. Et puis surtout que le protocole sanitaire mise en place ce soir ici apporte suffisamment de garanties. Alors précision importante, cette autorisation elle est exceptionnelle, valable uniquement ce soir, ce qui veut dire que le dossier sera réexaminé au fur et à mesure. Merci beaucoup Antoine Delcourt. Cet été ne ressemble vraiment à aucun autre et ce 15 août ne déroge pas à la règle. Habituellement, ce sont plus de 25 000 pèlerins qui se pressent à Lourdes pour célébrer Marie et espérer un miracle. Aujourd'hui, la ferveur est vraiment intacte pour les catholiques, mais la foule beaucoup moins dense, ce qui se ressent également sur le chiffre d'affaires des commerçants. Muriel Lassaga et François Guin sur place. Pour les pèlerins de Lourdes, c'est du jamais vu un 15 août. Le parvis du sanctuaire, presque vide ce matin. Effectivement, on est habitué à avoir beaucoup de monde chaque année. On vient depuis des dizaines d'années. Et là, on voit vraiment un désert. Donc effectivement, ça interpelle.
Les malades trop fragiles sont les grands absents. Les autres se plient aux règles sanitaires strictes. Port du masque jusque dans la grotte où l'espace de prière est délimité. Mais surtout, impossible de toucher les parois comme c'était le cas avant. C'est pas trop dur? Si, c'est un peu dur, mais bon, après, on se dit que dans quelques années, on pourra à nouveau le retoucher, on pourra le revenir. Il fallait venir malgré le masque, malgré le virus? On ne pense pas à ça. On vient parce qu'on a besoin, voilà. La messe de l'Assomption a quand même réuni près de 5000 personnes. Mais le manque à gagner est énorme. 8 millions de pertes estimées pour le sanctuaire. Car sur 600 pèlerinages organisés chaque année, il n'en reste plus que 3. Vous avez l'hôtel du Gave à côté, fermé. Un petit peu plus loin, je pense que le Peyramal a tenté d'ouvrir pour ce week-end. Et puis en suivant, vous avez le beau site, vous avez, voyez. La moitié des hôtels n'a pas rouvert. Et pour être très précis, Lourdes, ce sont 2 800 000 nuitées annuelles et nous serons peut-être à 200 000 nuitées annuelles. La clientèle étrangère est absente. La quasi-totalité des pèlerins ont annulé leur venue. Mais aujourd'hui, les touristes sont quand même là. Une bonne journée pour les commerçants qui n'ont jamais connu pareille crise. Catastrophique, on est à moins 80% sur l'année, c'est incroyable. On ne sait pas comment on va passer l'hiver. Le chômage partiel, le prêt garanti par l'État suffiront-ils à passer le cap? À Lourdes, 80% de l'économie repose sur le tourisme. On peut dire que les préfets n'ont pas traîné. Hier, Paris et les Bouches-du-Rhône étaient placés en zone active de circulation du Covid. Et depuis ce matin, masque obligatoire dans de nombreuses zones, on y reviendra dans un instant. Mais la préfecture met également en avant une autre mesure, la limitation des rassemblements à 10 personnes maximum à Paris. Mais sous quelles conditions et comment la faire respecter? Jules Longchamp et Mathias Barrois. Les Parisiens sous surveillance. Dans la capitale, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits si les gestes barrières ne sont pas respectés. Ce groupe de 9 amis est sceptique. Je vois pas en quoi le fait d'être 11 ou 10, c'est plus dangereux ou pas par rapport au Covid. Sachant qu'on a un grand groupe d'amis, je pense pas qu'on va se poser beaucoup la question. Depuis vendredi, Paris est classé en zone de circulation active du virus en cause, une situation sanitaire qui se dégrade. Chaque jour, en moyenne à Paris, 260 nouvelles personnes sont positives au Covid-19, soit près de 4% de l'ensemble des Parisiens qui subissent un test. C'est pratiquement 2 fois plus que la moyenne des Français. Pour éviter une nouvelle flambée des cas, les autorités préconisent la distanciation sociale, minimum 1 mètre entre chaque individu. Des règles qui préoccupent cette restauratrice, impossible pour elle d'accueillir ensemble plus de 10 clients. Si vous êtes 12 et que vous voulez dîner, on va vous séparer, on va faire des petits groupes de 6. Moitié-moitié, et on les mettra certes dans le même secteur sur la terrasse, mais à 2 tables séparées. Il n'y aura pas le choix. Durcir les conditions pour se rassembler en extérieur, une nécessité, selon ce médecin. Il faut essayer de limiter ou de reporter au mieux ce type de rassemblement. Le risque de transmission se fait essentiellement entre des personnes qui sont côte à côte pendant un certain temps et qui discutent entre elles. Si l'heure reste à la tolérance ce week-end, la police devrait verbaliser dès la semaine prochaine. Et s'ajoute à ça l'extension des zones dans lesquelles le masque est désormais obligatoire. Bonsoir Nathalie Pérez, vous êtes sur les Champs-Élysées à Paris. La célèbre avenue qui est désormais concernée par cette obligation, mais ce n'est peut-être qu'un début. D'autres mesures pourraient venir s'ajouter. Oui, en effet, depuis 8 heures ce matin, il est interdit de se promener sans masque sur les Champs-Élysées, comme désormais dans près de la moitié des quartiers parisiens. Mais si le nombre de contaminations devait augmenter, alors le préfet de Paris serait en mesure d'élargir cette obligation à toute la capitale. Je vous rappelle que le non-port du masque dans ces zones est passible d'une amende de 135 €. Enfin, si la situation devait encore se dégrader dans les jours qui viennent, eh bien, on pourrait en revenir à des mesures beaucoup plus strictes, comme par exemple l'interdiction de se déplacer au-delà de 100 km de son domicile. Mais pour cela, ce ne serait pas les préfets, mais le gouvernement qui devrait prendre la décision. Merci beaucoup Nathalie. Et autre stratégie à Marseille, on va vous retrouver Noémie Dahan. Dans la cité phocéenne, ce sont de nouveaux lieux qui viennent s'ajouter à la liste des zones où on doit sortir masqué.
Oui, Jean-Baptiste, c'est la progression des cas de Covid ces derniers jours chez les 20-40 ans qui a décidé la préfecture à durcir ces mesures et notamment à étendre le port du masque. Alors tout d'abord à Marseille, le port du masque est désormais obligatoire dans 8 arrondissements, c'est-à-dire dans la moitié de la ville. Jusqu'à présent, il n'était obligatoire que dans 3 secteurs. Et puis autre mesure annoncée ce soir, le port du masque devient lui aussi obligatoire dans 13 autres communes des Bouches-du-Rhône, des communes considérées comme touristiques, comme Aix-en-Provence, Cassis, Arles, Martigues, Salon de Provence, les Baux-de-Provence. Dans ces communes, il faudra donc avancer masqué dans l'hypercentre. Ces 2 arrêtés entrent en vigueur dès demain matin 8h et le resteront jusqu'au 30 août prochain pour le moment. Noémie Dahan en direct de Marseille. Et chez nos voisins belges également, l'application des mesures sanitaires n'est pas toujours simple. La semaine dernière, un contrôle de police a tourné à l'affrontement sur une plage. Et depuis, les autorités ont décidé de prendre des mesures pour limiter l'affluence sur les villes côtières. Des quotas sont désormais instaurés. Sur place, Claire Colnet, Alexandre Lépinet. Pour pouvoir profiter des plages de la côte belge, il faudra désormais se lever tôt. À Blankenberg, près de Bruges, depuis ce matin, seuls les 6000 premiers voyageurs sont admis dans la gare de la ville pour éviter un afflux de touristes trop important en période de Covid. C'est une très bonne idée. J'étais ici aussi samedi. La plage, elle était vraiment remplie. C'est mieux quand il n'y a pas trop de monde. Beaucoup mieux. Ce que les Belges veulent à tout prix éviter, des bagarres comme celle-ci le week-end dernier sur la plage de la ville. Des touristes beaucoup trop nombreux et une situation qui dégénère lorsque la police demande le respect des distances de sécurité. Résultat, 6000 visiteurs maximum en gare de Blankenberg, 2000 à Knockheist ou 10 000 à Ostende. Ici, les autorités tentent à tout prix de réguler le flux de touristes depuis le début de l'été. Donc aussi, on est au centre de coordination où on fait la contrôle des foules. À partir des images de vidéosurveillance et des signaux émis par les téléphones portables, ces spécialistes déterminent en temps réel le nombre de visiteurs. Cet après-midi, ils sont 16 000 à Ostende, dont 6 000 sur les plages. On voit qu'il y a 2 plages qui sont assez fréquentées et on voit ici aussi la zone du shopping. C'est vert clair, donc tout est sous contrôle. Sur les principales plages de la ville, 15 000 touristes autorisés, pas plus. Tous doivent réserver au préalable leur place sur Internet. Et pour éviter qu'ils se concentrent au même endroit, des agents sont postés à chaque entrée. Alors, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bon. Merci. Juste garder la distance ici. Les visiteurs acceptent de se disperser. C'est plutôt bien. On va essayer de s'installer donc à bonne distance des gens. Donc il n'y a pas de zone spécifique, on essaie de respecter les distances. Le littoral belge connaît cet été une très forte affluence, avec jusqu'à 60 000 touristes par jour à Ostende. Ils sont des milliers à avoir quitté précipitamment la France pour rentrer en Grande-Bretagne. Depuis ce matin, Londres a mis en place une quatorzaine obligatoire pour les voyageurs, provenance notamment de France. Résultat, les touristes britanniques sont déjà partis. C'est un nouveau coup dur pour le secteur touristique. Julie Vitaline et nos équipes en région. Merci, bon retour. C'est un départ en catastrophe pour de nombreux Anglais. Dans cet hôtel de La Rochelle, aujourd'hui, les annulations se multiplient. Donc nous venons de recevoir une annulation par notre site pour une réservation chez nous de 11 à 12 septembre. Le retour d'une clientèle française cet été a compensé les pertes de l'établissement. Mais après le confinement, c'est un nouveau coup dur. Pour nous, c'est un choc. Ça représente quand même dans la saison 20% de la clientèle. Et effectivement, l'inquiétude est pour septembre, où cette clientèle, nous ne l'aurons pas. Depuis l'annonce du gouvernement britannique dans la nuit de jeudi à vendredi, des milliers de touristes anglais n'ont eu que 24 heures pour prendre une décision. Hier, dans ce camping de Saint-Raphaël, 5 familles ont plié bagages dans la nuit. Une situation exceptionnelle pour la directrice. C'est quand même une succession de catastrophes, faut pas l'oublier. On a quand même pu réouvrir qu'à partir du 2 juin. Normalement, notre activité va du 1er avril au 30 septembre. Plus ces frontières fermées, plus cette restriction européenne. Heureusement pour les professionnels du tourisme, les Anglais n'ont pas tous choisi de rentrer. Ici, à plus d'1 millier de kilomètres de Calais, difficile de rejoindre la Grande-Bretagne dans les temps. Pourquoi devrait-on aller en quarantaine alors qu'on vient d'un endroit sûr? On a l'impression d'être puni pour être reparti en vacances, donc on va en profiter. Comme lui, certaines familles ont préféré rester en vacances en France.
quitte à subir une quatorzaine à leur retour. Les habitants de l'île Maurice le craignaient depuis plusieurs jours. La coque du navire à l'origine de la marée noire serait sur le point de se scinder en deux. Il reste encore à bord des dizaines de tonnes de fioul. Marie Justet. Dévoré par les marées, le géant d'acier se disloque morceau par morceau. Sous la force des eaux, la coque du MV Wakashio se braquait, échouée depuis 3 semaines sur les côtes de l'île Maurice, est sur le point de céder. Le navire n'est déjà plus qu'une épave. Toute l'île a vécu une course contre la montre. Il fallait vider les cuves et empêcher le fioul de se propager, alors que la coque se dégradait. En attestent ces larges fissures de plusieurs dizaines de mètres sur le flanc du bateau. 1000 tonnes se sont déjà déversées dans l'océan, provoquant une marée noire sur les côtes. Le reste des réservoirs a été totalement pompé. Un sauvetage qui reste sous haute surveillance. Demain, le ministre français des Outre-mer se rendra sur place afin d'aider le gouvernement mauricien à lutter contre cette pollution. La rue ne baisse pas les bras. Nouvelle manifestation aujourd'hui en Biélorussie. Des dizaines de milliers de manifestants contestent toujours la réélection du président Alexander Loukachenko. Et après les violentes répressions du début de semaine, l'Union européenne décide d'agir. Des sanctions individuelles viennent d'être prises contre des responsables du régime. Maryse Burgot. Des milliers de Biélorusses, fleurs à la main, rassemblés sur le passage d'un convoi funéraire. Celui d'un des manifestants décédés après la brutale répression du régime. Mémorial improvisé et photo du président Alexandre Loukachenko traité ici de meurtrier. La foule appelle à la démission de cet autocrate. Un leader tout juste reconduit au pouvoir après une élection entachée de fraude. Des fleurs tendues aussi aux forces anti-émeutes, celles-là même qui ont mené la répression il y a quelques jours. Contraste saisissant, ces hommes gardent les fleurs et se laissent embrasser. Une retenue ordonnée en partie par le président qui sent la situation lui échapper. L'Europe menace son pays de sanctions. Il appelle donc son allié Vladimir Poutine à l'aide et dénonce un complot. Si on compare avec les procédés d'autres révolutions, on constate ici une ingérence étrangère. Il s'agit d'une agression contre la Biélorussie. Dans plusieurs villes industrielles, les ouvriers se mobilisent eux aussi contre le pouvoir. Alexandre Loukachenko a beau faire libérer certains manifestants arrêtés en début de semaine, la fronde est en train de gagner tout le pays. Toujours à l'étranger, une image qui suscite cette fois-ci admiration et reconnaissance, et ça fait du bien, celle d'une policière américaine venant en aide à une personne en fauteuil roulant. Et il s'en est fallu peu, l'homme était coincé sur les rails alors qu'un train arrivait. Récit d'Agnès Varamian. C'est la caméra que la policière porte sur elle qui filme la scène. Son véhicule de patrouille approche une voie ferrée quand Erika Urea se précipite. Un homme bloqué sur les rails. J'essaye de le tirer de là. Vous pouvez vous lever? L'homme est en fauteuil roulant. Levez-vous, levez-vous. Quelques secondes et le train les effleure. Les secours, j'ai besoin d'une ambulance. Je pensais que le train était bien plus loin. Mais quand je me suis approchée, je me suis rendu compte qu'en fait, il allait très vite. Je me suis dit, il faut que je le sorte tout de suite des rails. La policière tire l'homme du fauteuil car elle ne parvient pas à débloquer la roue coincée dans les rails. Le train passe et le fauteuil est emporté. J'ai bien senti que le train passait à quelques centimètres et quand j'ai revu les images, oui, j'ai réalisé qu'il me frôlait. Quand je suis tombée sur le sol et que j'ai entendu le bruit du train qui écrasait quelque chose, je me suis dit, je ne l'ai pas sorti à temps. L'homme dont on ne connaît pas le nom a 66 ans et est blessé à la jambe. La policière a reçu des milliers de témoignages de gratitude pour les 15 secondes durant lesquelles elle a sauvé une vie.
En France, revoilà les orages. Météo France place 11 départements du centre-ouest en vigilance orange. On va retrouver Juliette Baeza depuis Bordeaux. Bonsoir Juliette. La soirée et la nuit s'annoncent donc agitées. Bonsoir. Oui, alors pour l'instant, à Bordeaux, c'est très calme. Vous le voyez, le soleil brille, le ciel est bleu, mais pour l'instant seulement, car la vigilance orange aux orages a été activée par Météo France dans le département de la Gironde. Un épisode orageux assez actif va s'installer dès ce soir et il va évoluer sur une partie de l'ouest de la France. Cette vigilance orange, elle concerne donc aussi 10 autres départements, en Nouvelle-Aquitaine principalement et dans le sud des Pays de la Loire. On attend des orages donc, mais aussi de grosses rafales de vent jusqu'à 100 km/h cette nuit, de fortes pluies et de la grêle par endroits. À cela s'ajoute une importante activité électrique. La foudre pourrait être conséquente. Météo France évoque un risque de phénomènes intenses et maintient cette alerte orange jusqu'à 4 h du matin. Merci beaucoup Juliette et soyez donc prudents ce soir et cette nuit. L'étiquette est souvent alléchante et peut faire penser à un produit de luxe. Chips à la truffe, sauce à la truffe, pâte à la truffe. Oui, mais bien souvent, il ne s'agit que de simples arômes qui évoquent le goût de ce champignon d'exception. Car la truffe se décline aujourd'hui de 1000 manières. C'est un filon que nous décryptent Justine Veil et Benjamin Poulain. Telle une pépite. Sel à la truffe, fromage à la truffe. La moutarde, les pâtes, les saucissons parfois. Moi j'aime beaucoup l'huile d'olive à la truffe. Je trouve que c'est assez bon dans les salades. Moi, dans mon palais, c'est l'éclat. Mais attention aux arnaques, aux étiquettes trompeuses. Car certains produits ne contiennent en réalité pas 1 gramme de truffe. Un fabricant a accepté de nous recevoir pour nous montrer comment lui travaille. Au pied du Mont Ventoux, cette entreprise familiale spécialisée dans la truffe depuis 90 ans. Ici, les producteurs locaux livrent directement le patron. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va. Elles sont belles, hein? Ouais, c'est joli quand même. Ça, c'est Tubermellosporum, hein, donc c'est la truffe noire. C'est la truffe, voilà. La vraie. La majorité des truffes sont vendues entières, fraîches ou cuites. Mais les produits dérivés prennent de plus en plus de place dans l'atelier. Ils représentent 15% du chiffre d'affaires. Leur dernière recette, cette préparation pour brouillade avec 15% de truffes noires cuites. On essaye bien sûr toujours d'en mettre le plus possible. Après, il y a toujours des contraintes tarifaires. J'aimerais bien mettre 50% de truffes dans un produit, mais je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de clients derrière. Si pour cette recette, il utilise des truffes entières et en quantité, ce n'est pas toujours le cas. Dans ce miel, par exemple, 5% de truffes d'été, une variété moins chère, au goût moins fort, compensée par de l'arôme. La truffe d'été va apporter une note légèrement noisetée, mais très très légère. Et après, c'est l'arôme truffe qui va amener un peu plus ce goût de truffe. Alors pourquoi vous mettez quand même des morceaux de truffe dedans? Aujourd'hui, on veut quand même apporter un visuel, hein. Un visuel et une texture, voilà, au niveau du produit. Et les arômes sont parfois l'unique composant de la recette. Pour parfumer cette huile d'olive, par exemple, pas 1 gramme du précieux champignon. Dans ce produit, ce sont des arômes, voilà, il n'y a pas de truffe. Hein, vous pourriez mettre de la truffe dans de l'huile, ça aromatiserait le produit, mais ce ne serait pas stable. Hein, au bout de quelques jours, en fait, ce goût de truffe disparaîtrait. Des arômes qui, surprise, ne contiennent eux-mêmes pas 1 morceau de truffe. Ils sont fabriqués comme des parfums, par assemblage de senteurs. C'est le secret des produits pas chers au goût de truffe. Un artifice parfaitement légal, tant que l'étiquette du produit n'indique pas « à la truffe ». Or, certains fabricants enfreignent cette règle. Sur Internet, nous trouvons un riz aux truffes noires, dosé à 0,5%, alors que la loi impose 1% minimum. Idem pour ces tagliatelles, 0,4% seulement. Le vendeur, contacté plusieurs fois, ne nous a jamais rappelé. Des préparations non conformes qui représenteraient plus d'1 produit sur 2, selon la dernière enquête de la répression des fraudes. Des bateaux délaissés par leurs propriétaires et des ports inhabituellement vides. Avec la crise sanitaire, les étrangers, notamment les Américains et les Russes, ne sont pas au rendez-vous sur la Côte d'Azur. C'est un manque à gagner très important pour les ports, mais également pour tout le secteur de l'économie navale. Reportage à Cannes et Antibes, Camille Gutin et Guillaume Beaufils. Chaque été, ils font partie du paysage.
Des yachts de plusieurs dizaines de mètres détenus par de riches étrangers, naviguant dans les eaux azures de la Méditerranée. Mais cette année, avec le coronavirus, très peu de propriétaires sont venus en France, comme ici au port d'Antibes, où ce quai très prisé est à moitié vide. On n'a aucun Américain actuellement, on a très peu de Moyen-Orientaux, très peu de Russes. Là, vous avez 2 places vides, là, par exemple. Des droits de séjour en moins et des prestations de services en baisse. Au total, 5 millions d'euros de pertes pour le port, tout un secteur au ralenti. On présente souvent le super yachting comme une affaire de riches. Moi, je la présente comme une affaire de filière très importante pour la Côte d'Azur qui fait travailler des gens, que ce soit des fleuristes, des maraîchers, des pêcheurs, des chantiers navals, toute une chaîne de valeur qui compte pour la Côte d'Azur et qui n'aura pas tourné ou mal tourné cet été. Une activité à la peine. Eduardo Nardelli le constate tous les jours sur son chantier naval près de Toulon. Ça, c'est un bateau de 37 mètres. Ça, c'est un bateau de 44 et le dernier, c'est 50 mètres. Normalement, à cette période-là, on commence à voir des projets signés qu'à le moment, on n'a pas. Des travaux qui rapportent habituellement entre 100 000 et 4 millions d'euros par chantier. Alors la principale crainte du directeur financier, c'est de devoir se séparer d'une partie de son personnel, 90 personnes. Il est évident qu'on ne fera pas appel à l'intérim tant qu'on n'aura pas un niveau de chiffre d'affaires suffisant, les contrats saisonniers. Donc oui, on risque d'avoir une réduction des effectifs. Des clients étrangers qui ont disparu et des bateaux qui ne se louent pas non plus. Une première pour Patrick Garnier, loueur historique de yachts à Cannes. Ça, c'est le type de bateau qu'une clientèle américaine ou du Moyen-Orient apprécie beaucoup parce qu'il y a la clim à l'intérieur. Ils peuvent se mettre à l'extérieur. Cette année, on a rajouté un jet ski. C'est le dernier d'un modèle 2020. Il a même été jusqu'à baisser le prix de la location du bateau de 10%. Toujours pas abordable pour les touristes hexagonaux. Une famille française, on est plus entre 600 et 1500 euros. Une famille étrangère, on est plus dans les 3000, 4000, voire 5000 euros. La journée ? La journée, voire peut-être même plus. Alors pour attirer cette clientèle française et compenser ses pertes, Jean-Marc, tu pars avec le 42, un client qui a réservé du champagne. Le champagne arrive et la corbeille de fruits. Lui et son associé misent désormais sur des yachts plus petits, loués autour de 3 000 euros la journée. Et la recette semble fonctionner. On est plusieurs, donc le coût est très abordable. Tout à fait. En partageant, comme quand on loue une maison, on loue un bateau, c'est pareil, on partage les coûts. La filière du yacht espère désormais que les frontières ouvriront rapidement pour que les étrangers puissent à nouveau voguer sur les côtes françaises. Près de 15 km de plage de sable fin. La plupart des Italiens sont déjà venus en vacances à Rimini, station balnéaire de l'Adriatique. C'est une frénésie touristique, mais vous allez le voir, cette ville a su préserver son âme, celle montrée sur grand écran par un de ses célèbres enfants, le réalisateur Federico Fellini. C'est un reportage de Stéphanie Pérez et Emmanuel Chiarello. Petite précision, vous allez voir assez peu de masques sur les images. Le reportage a été tourné au début de l'été. Rimini. 3 courtes syllabes qui disent les vacances en Italie, la nostalgie et les films de Fellini. Station balnéaire mythique au bord de l'Adriatique. Avec ses 15 km de plage et toutes ces images d'un temps, la fin des années 50, où l'Italie affichait avec délice ses bikinis. Depuis un siècle, Rimini et sa Riviera font leur cinéma. Et c'est dans cet hôtel de légende que le film a commencé. On est ici devant le grand hôtel de Rimini, un beau bâtiment qui date début du XXe siècle, 1908. C'est le symbole du tourisme balnéaire de Rimini, l'emblème du luxe, l'emblème de rêve. Avant la Première Guerre mondiale, ce bijou Art Nouveau devient le rendez-vous de l'aristocratie et de la noblesse européenne. Les sorties à la plage se font selon les critères de l'époque, comme nous le raconte le directeur de l'établissement. Sur ces photos de la Belle Époque, on voit les premiers bains de mer. Les vacanciers se promenaient sur la plage, protégés sous leurs ombrelles, parce qu'à l'époque, bronzer
n'était pas signe de noblesse. Dans les années 30, Federico Fellini, modeste enfant de Rimini, rêve devant un monde si éloigné du sien. Devenu le cinéaste que l'on connaît, il reconstitue en 1973 le Grand Hôtel et les fantasmes de son enfance dans son film Amarcord. Dans son imaginaire, il se représente le Grand Hôtel avec des somptueux bals en été sur la terrasse. Ces fêtes à la saveur exotique. Pour lui, c'était inaccessible. À partir des années 50, Rimini entre dans une autre vie. Le boom économique, la naissance du tourisme de masse. Les Italiens et les Européens s'y pressent. Pour les classes populaires en congés payés, les plages de Rimini riment avec paradis. Elles s'organisent selon une tradition encore bien établie aujourd'hui. Vous voyez ici, les plages sont l'un à côté de l'autre. Il y a des numéros parce que les plages sont numérotées. Chacun à Rimini a sa plage préférée, son numéro préféré. En effet, quand on se donne un rendez-vous, on se donne un rendez-vous, par exemple, au numéro 8, au numéro 13, et il y en a des centaines. Sur la plage numéro 8, Luciano Merli veille sur les vacanciers depuis 62 ans. Aujourd'hui, il loue près de 500 matelas bien alignés. De ses premières années où il proposait quelques tentes sur la plage, il garde une certaine nostalgie. Après la guerre, les Italiens sortaient de la pauvreté. Ils rêvaient de partir en vacances. À cette époque, il n'y avait pas tout ce qu'on propose maintenant. Ils se contentaient de vacances simples, bon enfant. Aujourd'hui, Alessandro, son fils, propose des activités nautiques en tout genre. Et Rimini, c'est ça. Des plages souvent bondées, 1200 hôtels, 74 000 lits. Le tourisme de masse à son apogée. Pour les Italiens, toutes générations confondues, un rendez-vous qui reste cependant immanquable. On dit qu'au moins 70% des Italiens sont venus au moins une fois dans leur vie à Rimini. Impossible de ne pas venir. Il y a des discothèques, des activités pour les jeunes, pour tous les âges. C'est resté comme dans les années 60-70. Il y a toujours dans l'air quelque chose de félinien. Rimini traverse le temps et les modes. Dans le cœur des Italiens, elle reste cette plage fantasmée, où l'on touche le luxe du doigt en buvant un cocktail coloré. La destination de la Dolce Vita, cette douceur de vivre qu'a imprimé sur pellicule l'enfant du pays, le maestro Fellini. Et on reste en Italie avec ces deux accidents cet après-midi sur l'épreuve cycliste du Tour de Lombardie. D'abord, le grand favori de l'épreuve, le Belge Remco Evenepoel, a été victime d'une grave chute. Vous le voyez, il a basculé au-dessus d'un pont avant de tomber dans le vide. Il souffrirait d'une fracture du bassin et d'une contusion pulmonaire. Et puis, second accident sur cette course, cette voiture qui se trouvait là sur la route du peloton qui a donc heurté l'un des coureurs. Voilà pour cette journée noire sur le Tour de Lombardie. Ainsi va l'actualité de ce samedi, 20h30 de l'été tout de suite avec Laurent Delahousse, puis Fort Boyard. On se retrouve demain à 13h et 20h. Bonne soirée sur France 2.